Bien, nous y sommes. Monsieur le député, mon cher Pierre, Madame la conseillère départementale, ma chère Nicole, Monsieur le conseiller départemental, mon cher Vincent, mes amis les maires, je vais essayer de ne pas en oublier, François Bernardi, maire d'Istres, Philippe Landry, le maire de Grance, Gaby Charroux, le maire de Martigues, j'en oublie pas un autre, je ne crois pas, et puis Gérald Guillemont qui représente effectivement le maire de Miramas. Mesdames et messieurs les représentants de l'État, des partenaires institutionnels, mesdames et messieurs les représentants du monde industriel, et ils sont nombreux ce soir, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers phocéens, chères phocéennes, mesdames et messieurs, que de chemin parcouru depuis un an. La cérémonie des vœux, ici même, le 13 janvier 2023, avait été la première esquisse d'un mouvement, certes, en cours depuis quelques mois, mais qui n'avait jusqu'alors pas été rendu dans sa totalité, et surtout, dont le véritable potentiel n'avait pas été dévoilé. Depuis ce moment fondateur, le travail a continué, et j'y ai mis l'énergie d'un chef d'équipe, d'un coach. Je ne suis pas un joueur de cette immense partie. Les joueurs, ce sont les industriels, les investisseurs, l'État, les grands aménageurs du territoire. Je ne suis pas joueur, mais j'ai le sentiment que je suis celui qui peut faire jouer l'équipe, la faire bien jouer, la faire jouer collectif. Le collectif est le maître mot de la réussite. Cette année, cela fera 20 ans que j'ai été élu maire. Et l'an prochain, 30 ans que je suis élu de cette ville. Cela donne une expérience que j'entends mettre au service du futur, de cette chance unique qui s'offre à nous. Je suis là et bien là, pleinement mobilisé et engagé durablement pour vous. Vous l'avez vu dans le film, tout n'a pas été simple dans notre histoire, loin de là. Bienvenue dans la réserve indienne. Le chef de la réserve vous salue. Les Indiens vous saluent. Qui étions-nous pendant longtemps? Les Osage, du dernier film de Scorsese, du jour au lendemain, le territoire qui leur avait été assigné s'est avéré être un extraordinaire champ pétrolifère. Et les Osage sont devenus riches. Riches, mais manipulés. Riches, mais méprisés. Riches, mais assassinés parfois. Avec ce sentiment terrible de faire tourner le monde, mais de ne pas être réellement autorisé à en faire partie. Comme il y a eu la conquête de l'Ouest, il y a eu la ruée vers Fos, dans les années 70, avec ces caravanes par milliers, arrivées du jour au lendemain dans un territoire vierge. Notre Grand Ouest, à nous, c'est l'Ouest du département, de la région, le moteur économique, stratégique, et pourtant, leur angle mort. Là où les grands décideurs n'allaient pas, là où les infrastructures de transport n'ont pas été créées à la hauteur des besoins. Mais nous sommes en train de changer d'air. Le temps s'est accéléré depuis un an, et pour une fois, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et c'est une nécessité, car le réchauffement climatique nous l'impose. Ce qui est devant n'est rien moins que la survie de l'humanité. Désormais, on n'a plus le temps de jouer. À l'échelle d'une modeste vie d'homme, la mienne, j'ai vu le climat changer, les hivers rudes se faire plus rares, les étés devenir plus longs et plus brûlants. Et pourtant, ce n'est qu'une vie d'homme, une nanoseconde dans l'histoire de la Terre. Cette nanoseconde contient déjà des bouleversements de nature à penser que les choses s'accélèrent et que ce rythme exponentiel ne projette plus les grands drames à un futur incertain. Ils sont devant nous si nous ne réagissons pas. Après des décennies d'omerta, de politique de l'autruche ou de mauvaise foi, le constat est partagé par tous.
La COP 21 et les accords de Paris en 2015 ont, à cet égard, été un jalon historique. Et la France a retrouvé, à cette occasion, le rôle de leader qu'elle a su tenir par le passé. Ce que nous avons fait pour les droits de l'homme, être un phare de civilisation, un modèle mondial, nous pouvons le faire pour le climat et la transition industrielle. Écrire l'histoire ici et maintenant, c'est une chance. C'est une chance, mais pas un hasard. Les Phocéens ont toujours avancé avec leur ville à vitesse grand V. 2023 a été une année riche en projets, en événements, et 2024 va voir de nouveaux projets sortir de terre ou s'amorcer, donnant ce cap de progrès, d'innovation qui est notre vraie boussole. Faisons briller notre projet de ville et positionnons-nous comme la puissance économique du sud de la France. Il est temps d'oser, de créer la marque Foss, de l'incarner dans la cité de l'industrie et du port, qui sera la clé de l'existence de Foss dans le monde des géants. Bienvenue à Foss, le territoire où s'écrit désormais le futur. La réserve indienne. J'entends déjà les commentaires, les railleries. Mais qu'est-ce qui lui prend de comparer Foss à une réserve indienne? Notre histoire, à différents moments, a montré que notre ville, ses élus, ses habitants étaient ignorés, voire méprisés. Notre avenir et notre destin se décidaient ailleurs. Et en aucun cas, nous n'étions associés. Foss a dû se battre contre des décisions qui ne lui appartenaient pas, jusqu'à voir sa destinée bouleversée et profondément modifiée. Dans les années 60, Foss bénéficiait d'un paysage unique, exceptionnel, qui n'a rien à envier aux stations balnéaires méditerranéennes. Mais notre avenir est chamboulé par la décision d'installer ici la plus grande ZIP d'Europe. Une terre à conquérir, symbolisant pour l'État l'opportunité de développer au sud de la France une industrie sidérurgique et pétrochimique. Notre ville se métamorphose. C'est presque comme un mirage dans le désert, une image irréelle. Mais c'est loin d'être une illusion. La réalité est bien là. Le paysage change, évolue au rythme des constructions industrielles et portuaires. Du jour au lendemain, des milliers d'ouvriers viennent travailler à Foss, pensant y trouver un Eldorado. Tous ont entendu l'appel de Foss à la télévision, où les journaux évoquent le plus grand chantier du siècle. Ces travailleurs construisent la future ZIP. Ils sont accueillis dans des conditions déplorables. Rien n'a été prévu pour les recevoir. L'installation de cette population ouvrière se fait dans une totale improvisation. L'important, c'est de construire au plus vite. Entre Martigues, Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis et Foss-sur-Mer, en 1973, plus de 5000 caravanes occupent le moindre espace. Camping, jardin, prés, friches, tout est occupé. Imaginez l'incompréhension et l'inquiétude d'un village paisible qui passe de la quiétude à l'agitation. Mais d'autres moments ont ébranlé notre ville. L'implantation du terminal méthanier, construction de l'incinérateur, mise en place de la métropole. De tous les combats, celui mené contre l'incinérateur est celui qui m'a le plus marqué, car il a été le point culminant de l'outrance. Comment un grand élu marseillais, par son pouvoir, ses réseaux, a construit chez un autre, chez les Indiens, les crasseux, ce qu'il n'avait pas le courage politique de faire chez lui. Que le maire de Marseille d'alors ait fait le choix de l'incinération, cela le regarde. Mais si cette solution est archaïque, même si cette solution est archaïque pour moi, et irresponsable, mais le faire chez le voisin, avec la complicité de tous, cela dépasse toutes les trahisons qui ont pu être infligées à la démocratie et à la population de Foss-sur-Mer. Il s'agit bien d'une blessure qui ne se fermera jamais. Au fil de ces années, nous avons grandi. La force de la réserve indienne, ce sont les femmes et les hommes qui y vivent.
Avec leur tempérament phocéen, ces femmes et ces hommes ont toujours montré leur capacité de résilience. Après avoir subi, nous sommes devenus acteurs et même leaders. L'industrie est désormais notre culture. Elle nous nourrit. Elle a fait de notre ville ce qu'elle est aujourd'hui, un écrin de vie. Nous pouvons en être fiers. J'en suis fier. Car pendant toutes ces années, la réserve indienne a été exemplaire dans sa construction territoriale. Elle a réussi à trouver un équilibre, une douceur de vivre, grâce notamment aux industries en place. Ce qui se passe aujourd'hui sur la ZIP de Fos est exceptionnel. La situation est en train de changer. Aujourd'hui, lorsque je parle, on m'écoute. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui accompagnent ce miracle phocéen et font confiance à notre territoire pour relever le défi de l'avenir. Je remercie bien sûr les industriels d'oser entreprendre, de prendre des risques pour construire ici l'industrie de demain. Aujourd'hui, l'horizon semble s'éclaircir, mais restons vigilants. Le risque de voir l'injustice ressurgir n'est jamais à écarter. Cette dynamique en marche est une formidable opportunité pour Fos et ses habitants. Je ne suis plus le chef de la réserve indienne, mais celui d'un territoire où l'histoire avec un grand H est en train de s'écrire. Ici se construit l'industrie de demain, une industrie décarbonée, innovante et prometteuse de temps nouveaux. Nous sommes les bâtisseurs d'un monde industriel nouveau. Aujourd'hui, on nous entend et nous sommes au cœur du mouvement. Et sans renier notre passé, nos racines, nos combats, nous devons aller de l'avant et croire au lendemain prospère et vertueux. Soyons donc positifs avec un regard ambitieux, ce qui se passe sur notre territoire d'industrie. En réalité, nous n'avons pas entendu aujourd'hui pour nous affranchir de la réserve. Nous en étions sortis depuis longtemps. En effet, la construction de la ZIP a eu comme intérêt de mettre en place, bien avant les lois de décentralisation, un échelon de décision intercommunale, le SCA, puis le SAN. Le SAN a été un moteur exceptionnel de développement de notre territoire, avec la manne financière en provenance de l'industrie. Nous avons construit des équipements éducatifs, sportifs, culturels. Nous avons développé des services. Cet ensemble a donné à notre ville et aux villes voisines un temps d'avance dans tous les domaines. En France, aucune structure intercommunale n'était aussi intégrée. En 40 ans d'existence, le SAN a mis en commun de nombreuses compétences. La disparition malheureuse de cette intercommunalité a été une véritable déchirure. En 40 ans, nous avions construit une véritable identité, une vraie façon de travailler ensemble. Formidable outil de développement et de prospective, le SAN nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Une ville performante, à taille humaine, ayant conservé l'esprit du village tel qu'il était avant l'arrivée de la ZIP. Nous vivons au rythme d'une ville paisible, avec un panel de services et d'activités dignes d'une grande ville. Notre situation a suscité malheureusement des envieux, des convoitises, des jalousies. À travers la métropole, Marseille a pensé faire le bonheur d'1 million d'habitants avec les ressources de 17 000, les nôtres. Bien sûr, cela n'a pas marché et la richesse des Indiens de l'Ouest n'a pas compensé les problèmes structurels de la capitale. Notre bel outil, qui était le SAN, n'existe plus. Mais pendant son existence, nous avons su en faire un outil de progrès pour les habitants et pour le territoire. La métropole est là, difficile de revenir en arrière. Essayons d'ouvrir une nouvelle ère où elle jouera pleinement son rôle sur notre territoire, où elle saura accompagner un mouvement exceptionnel qui est au niveau où elle doit se placer. J'essaye d'y croire. C'est vrai, j'ai du mal. Surtout, excusez-moi de le dire ce soir, quand je vois l'état des conteneurs d'ordures ménagères ces derniers jours. Dans ce monde nouveau, c'est à l'ouest qu'il faut regarder le soleil se lever. L'histoire de la réserve indienne est une parabole. Elle pourrait être une fable de La Fontaine, avec une morale. Cette morale,
serait que la sagesse ne vient pas forcément de ce qu'on croit, de ces grands messieurs en cravate. Elle est venue du fond de l'Ouest, mais nous l'offrons à tous. Ah. Nous vivons donc une nouvelle ruée vers l'Ouest, mais elle est entièrement positive. Elle nous place au cœur d'enjeux historiques. Nous nous saisissons de cette opportunité et sommes acteurs d'un monde qui change à plusieurs égards. Tout d'abord, la verticalité qui prévalait à l'époque n'a plus lieu d'être, même s'il y a encore du chemin à parcourir, et nous travaillons main dans la main avec les représentants de l'État. Ensuite, l'industrie elle-même a changé. Tout s'est présupposé. Elle sait que pour s'inscrire dans la durée, elle doit être un acteur de progrès, pleinement intégré. Enfin, un projet aujourd'hui ne peut plus être celui d'un industriel seul dans son coin. C'est un écosystème, un collectif avec tous les acteurs du territoire qui agit et qui décide. Tout ce qui n'a pas été exemplaire par le passé, les salariés sacrifiés, l'environnement dégradé, c'est fini. Si cette époque est révolue, si Fos est devenu le centre du monde qui change, c'est que les Phocéens ont grandi. Les Phocéens ont écrit leur histoire professionnelle et personnelle avec l'industrie qui fait désormais partie de nos gènes. Les élus en sont devenus experts car ils sont présents à tous les moments de la vie des usines, de leur création à leur mutation, en passant par les différentes crises. Et des crises, il y en a. Permettez-moi ce soir d'apporter un soutien appuyé à Ascométal, qui s'interroge une fois de plus sur son avenir, et nous espérons être rassurés au plus vite. Notons que cette usine était déjà bien avant l'heure un modèle de production décarbonée. Même si nous avons été parfois critiques, même si nous resterons toujours vigilants, je voudrais ce soir saluer les industriels qui étaient là dès le début de l'aventure. Ils n'ont pas forcément été exemplaires tout le temps, mais font les efforts nécessaires pour le devenir. Nous les accompagnerons avec conviction pour le mouvement lancé à Fos soit aussi le leur. Parmi les anciennes de la zone qui décarbonent leur activité, bien sûr, ArcelorMittal, Chemwan, Air Liquide et Lengy sont déjà dans la dynamique. Les prospects complètent cet écosystème en train de se créer avec comme tête de pont, vous les avez vus tout à l'heure, Carbone, H2V, Gravity, Evans et Elise Neocar. Nous sommes là pour eux, car ils sont acteurs de la transition. Ce sont à ce jour 15 milliards d'euros d'investissements privés qui sont prévus sur la zone et 15 000 emplois nouveaux. La nouvelle révolution industrielle, c'est maintenant. Nous avons des investisseurs français qui croient à notre pays, qui croient à la souveraineté industrielle, qui croient à notre territoire, qui croient à notre capacité à créer ici le monde de demain, ici et pas ailleurs. Dans l'enchevêtrement des compétences territoriales, dans la multiplication des initiatives, le seul point fixe et incontournable est la ville. Lorsqu'un interlocuteur arrive sur le territoire, on peut lui parler de n'importe quelle couche du millefeuille territorial. Cela ne lui parle pas forcément. Il y a en revanche un rôle qu'il comprend, qu'il reconnaît, celui du maire. Mais ce rôle doit être occupé avec gravité et humilité, car si la ville est le centre, elle n'est rien seule, rien sans ce collectif nécessaire. Nous avons juste besoin de corriger les erreurs du passé et de rompre avec l'inertie qui a pu caractériser la France et l'Europe. Rompre avec cette idée persistante qu'aux États-Unis on invente, qu'en Chine on copie et qu'en Europe on réglemente. Je veux croire que nous allons à Fos passer à autre chose et oser ensemble. Nous avons besoin d'un État stratège et facilitateur pour le faire. Nous avons besoin de l'État pour investir dans les infrastructures. Nous avons besoin des grands partenaires territoriaux que sont la région, le département, la métropole. Tous doivent s'accorder sur le caractère prioritaire
de la création des infrastructures nécessaires pour assurer le développement optimal de la ZIP et le désengorgement des villes. Les industriels seuls, même avec la volonté et pugnacité, ne pourront y arriver sans l'aide de l'État et des collectivités territoriales. Nous pouvons le faire. Les routes sont le chemin qui nous conduit vers le futur. Ne tardons pas et ne faisons pas les choses à moitié. La 268 départementale est un enjeu depuis longtemps. Le département doit assumer son rôle et finir le travail commencé il y a déjà plus de 15 ans pour la mise en 4 voies. Je me suis battu pour la variante 1, celle qui fera passer les routes au nord du Ventillon et qui est la plus pertinente, la moins chère, pour qu'elle soit à nouveau étudiée par l'État. L'autre nécessité au sud est celle du barreau des étangs. Il n'y a pas d'autre solution si nous voulons libérer nos villes et desservir efficacement la ZIP. Cette solution a été étudiée et dessinée. Il s'agit d'un viaduc totalement innovant et intégré dans la nature. Vous le retrouvez d'ailleurs sur la carte de vœux de la ville. Ce n'est pas une fantaisie, un rêve, c'est une réalité très concrète. Grâce aux innovations sur les bétons et les brevets exclusifs, la structure sera d'une finesse inédite. Le tablier sera une feuille de béton et les portant des éléments qui rappelleront les ganivelles des bois flottés. Parfaitement hermétique, ce béton ne craint pas la salinité de nos milieux et a une solidité qui permet de travailler avec beaucoup plus de finesse que sur un ouvrage traditionnel. Cerise sur le gâteau, la structure pourra accueillir, pourquoi pas, des îlots de biodiversité pour devenir un véritable couloir écologique au-dessus de ces étangs qui ont, rappelons-le, une vocation industrielle depuis déjà de nombreuses années. Je voudrais ce soir remercier très sincèrement Jean Frisy et Romain Ricciotti qui ont mis leur expertise et leur renommée mondiale au service de ce projet et de notre territoire. Grâce à des conditions comme celle-ci, nous pouvons bouger les lignes. J'ajoute un élément essentiel dans le futur arbitrage de l'État. Ce viaduc coûterait moins de 200 millions d'euros. Alors allons-y sans hésiter. Bien sûr, il faut travailler le ferroviaire et le fluvio-maritime, en même temps avec beaucoup de lucidité. Les routes déjà en l'état sont insuffisantes au quotidien, avec la nouvelle expansion industrielle. Nous retrouverions un quotidien invivable, comme l'ont vécu les Martégots avant la création du viaduc. Une voie ferrée unique qui dessert la ZIP. Tout le monde sait que ce n'est pas suffisant et qu'il faut faire plus. Mais ayons tout de même conscience que les sillons ferroviaires n'existent pas et que le réseau national ne pourra pas absorber une multiplication des voies. Il en va de même pour le fluvial. Il y a quelques jours, je recevais Jacob Sidenius, le président de l'Union maritime et fluviale. Celui-ci m'indiquait que le Rhône était impraticable depuis plusieurs semaines en raison des crues hivernales. Oui, les routes de fosse créeront la richesse. J'invite les services de l'État, en particulier le ministre des Finances publiques, à faire le calcul suivant. Combien vont rapporter en fiscalité les nouvelles usines et les nouveaux salariés? Des milliards. Alors ne regardons pas et investissons dans les routes pour créer le chemin vers l'avenir. Ce chemin nous conduit bien évidemment à la cité de l'industrie. Je ne sais pas si j'ai sauté une page, mais je n'ai pas parlé de Martigues-Port-de-Bouc, bien évidemment. Il ne faut pas oublier Martigues-Port-de-Bouc. Je vois, monsieur le sous-préfet, excusez-moi, je ne vous ai pas vu arriver, je ne vous ai pas cité. Bienvenue, monsieur le sous-préfet. Donc Martigues-Port-de-Bouc, pour lequel il manque encore un peu de financement, mais c'est peut-être la route qu'on verra arriver le plus rapidement. Donc ce chemin, je disais, nous conduit à la cité de l'industrie et du port. C'est le phare, l'élément indispensable qui nous attire, qui donne le cap et le sens. Ce phare est l'élément d'attraction, car il contient tout ce que nous devons faire pour être au rendez-vous du futur, au rendez-vous de Fos. Fos, invisible sur les radars institutionnels et pourtant exceptionnel par son histoire et surtout par son présent, par son poids économique.
Il faut donc qu'elle existe. C'est le port de Fos. Soyons-en conscients. L'avenir du grand port n'est plus à Marseille, il est ici. Si la cité est le phare de notre avenir, Fos est le phare du territoire. Créons les deux au plus vite. Ce dont on parle n'est pas exister pour exister. Il ne s'agit pas d'une simple démarche de reconnaissance. Il s'agit d'un acte structurant, du véritable acte de naissance dont nous avons toujours manqué. Si nous voulons que tout arrive, que les projets se fassent, il nous faut la cité. Cette vision, nous l'avons eue dès 2018. Fos possède un patrimoine culturel unique et surtout une histoire vivante gigantesque. Nulle part ailleurs l'industrie ne s'est écrite aussi vite et dans des proportions aussi grandes. Nulle part ailleurs, elle n'est appelée à se réinventer aussi fort. L'enjeu est donc de raconter cette histoire, mais également de montrer au monde ce qui se fait à Fos. La plupart de ces process industriels sont fascinants et il y en a tellement. Le transport maritime est fascinant. Aussi, il faut arriver dans le port. Il fait arriver dans le port des navires gigantesques qui sont pris en charge par nos dockers. Merci Christophe d'être là avec nous. Avec un savoir-faire et des outils extraordinaires. Et pourtant, lorsqu'un prospect ou une délégation arrive dans la plus grande ZIP d'Europe, on l'amène où? Nulle part. On lui montre quoi? Rien. Il débarque dans la Pampa, ils ne savent pas où se poser. Nos 10 000 hectares de ZIP sont une force incroyable, y compris pour nos développements futurs. Mais ils sont également une faiblesse, celle d'un immense no man's land incompréhensible. La moins mauvaise manière de comprendre la zone est de l'aborder par la mer. Je l'ai fait à multiples reprises pour des délégations ministérielles ou industrielles. Au contraire de Dunkerque, Fos ne va pas de soi. Fos n'est pas une évidence. C'est cette lacune que la cité va combler. Le phare va éclairer la réalité de l'avenir à Fos. La cité sera à la fois le point d'ancrage des industriels de la zone et le lieu d'accueil du public. Ce projet sera hybride, évolutif, multiple, comme le sont désormais tous les projets d'envergure. Les entreprises pourront y installer tout ou partie de leurs équipes en complément de leur site de production. Des espaces seront également dédiés aux réunions, aux congrès et tout ce qui anime la vie stratégique d'une zone comme celle-ci. Ce concept-lieu sera organisé autour de 3 pôles, auxquels s'ajouteront un espace marchand de services et un tiers-lieu innovant. D'abord, le pôle affaires, une surface d'environ 5 000 m². Il réunira les acteurs économiques dans un centre de recherche et d'innovation sur les industries de demain. Il mettra à disposition des entreprises des espaces de qualité dédiés à la recherche et à l'innovation. Il accompagnera également les jeunes vers l'emploi avec des rencontres professionnelles dans un objectif de transmission et d'attractivité. Bien sûr, un pôle événementiel sur plus de 1000 m². Il proposera des espaces modulables pour accueillir des événements comme des séminaires ou des forums. Son esplanade extérieure de 2000 m² permettra d'organiser des spectacles ou des expositions à destination du grand public, vous l'aurez compris, sur le thème bien sûr du port et de l'industrie. Et puis le pôle découverte, il sera bâti sur le modèle des centres de culture scientifique avec un programme de visite et de médiation. Ces 1700 m² seront ouverts à tous, avec une attention particulière pour les scolaires. L'objectif de départ est de 85 000 visiteurs annuels qui pourront faire 3 types d'expériences. Un parcours d'interprétation thématique ponctué d'ateliers, un espace immersif avec notamment de la réalité virtuelle en full body, et puis un lieu de vie et d'échange. Et vous verrez, d'autres briques encore plus sensationnelles seront ajoutées au projet. Il est trop tôt pour les dévoiler, mais j'espère que dans le courant de l'année 2024, nous pourrons faire certaines annonces
et présenter les partenaires avec lesquels nous espérons travailler et sur d'autres aspects, eux aussi révolutionnaires. Et tout se fera où? À La Fossette, qui avait été conçue comme un centre de vie, ce qu'elle n'a jamais réellement été. Pour faire l'histoire, il faut créer la marque Fosse. Notre région, notre métropole ont besoin d'une locomotive économique. Et c'est à Fosse que ça se passe. En attendant la cité, c'est au domaine de la Mériquette que ça se passe. Bientôt propriété de la commune, le site va faire l'objet d'une rénovation importante permettant d'héberger dans des conditions dignes les bâtisseurs d'une ZIP décarbonée. Juste au retour des choses, la Mériquette, à l'époque, a été construite pour recevoir les travailleurs qui ont construit cette zone. Là-bas, étudiants professionnels et porteurs de projets vont créer un vivier de savoir-faire partagé. Les porteurs de projets, Carbone, H2V, Ivans Gravity et Elise, ont d'ores et déjà installé leurs équipes ou sont en train de le faire afin d'être réellement là où tout se passe. Et on y retrouve aussi, bien évidemment, nos amis de Picto qui sont en train de faire ces magnifiques études sur la décarbonation. Pour les étudiants et les stagiaires de la Jaune, cela fait déjà plusieurs années que la Mériquette est leur lieu de vie. À l'avenir, ils seront encore plus nombreux et pourront profiter, je l'espère, d'un enseignement supérieur à La Fossette sur les métiers de l'industrie du futur. La Mériquette annonce donc ce que sera dans quelques années la cité de l'industrie et du port. Ce qui était une vision au début est devenu une évidence. Il nous faut cette cité. Cette dernière sera la rotule qui permettra d'articuler tous les projets et de répondre à un enjeu majeur, celui de l'image de l'industrie. Trop longtemps, ces métiers ont été négligés par la jeunesse parce qu'ils n'incarnaient pas le futur. Aujourd'hui, il en est différemment. En se décarbonant, en innovant, l'industrie peut redevenir désirable. Elle va redevenir désirable. À nous de lui donner les outils, le site, pour incarner son potentiel, sa résilience. Notre cité de l'industrie et du port créera les vocations de demain. Ces vocations deviendront des emplois. Et ces emplois, nous devrons les générer par des formations et des cursus appropriés. La cité sera partie prenante de ce réseau. Elle est la réponse structurelle, le totem de notre révolution industrielle. Mais elle demande à être irriguée par des infrastructures, à être connectée à la ville et au monde. Le Grand Port a parfaitement saisi ces enjeux et est partenaire du projet depuis le début. Je remercie bien sûr Hervé Martel, qui est représenté ce soir par M. Constantino. Je le remercie pour avoir pris à bras le corps la question des infrastructures. Le futur plan stratégique du port prévoit 1 milliard d'euros pour créer et les améliorer. Tout est réuni pour rattraper les décennies perdues et donner à la ZIP comme au territoire le coup d'accélérateur, le coup de projecteur tant attendu. Nous y sommes. Le projet de cité de l'industrie du port est mature. Il a été présenté à l'État, à la région, à la métropole, à la chambre de commerce, aux industriels. Les industriels appellent de toutes leurs forces la création de cette cité. Ce sont eux, jadis, montrés du doigt, qui vont sauver le monde. Ils vont le sauver avec ceux qui ont été pris pour des Indiens, avec nous, avec vous. Dans ce processus, je remercie bien sûr Christophe Castaner, président du conseil de surveillance du Grand Port, pour sa vision, pour son soutien, qui nous sont indispensables. Je remercie également, bien sûr, notre préfet, M. Mirman, M. le sous-préfet, pas sérieux, et tous nos partenaires territoriaux de la région, de la métropole et de la SCI, qui croient fort au projet et l'accompagnent. La ville a lancé l'idée seule et en a assuré le financement des premières études. Elle doit désormais passer le relais à ceux qui ont vocation à porter cet équipement sur la durée. Cette cité sera l'entrée du territoire et de l'industrie du futur. Comment cette dynamique rejaillira-t-elle sur notre quotidien?
Comment notre ville et ses 17 000 habitants peuvent contribuer à imaginer la ville de demain. Nous avons déjà su créer cette ville à taille humaine, où chacun dispose d'un cadre de vie sûr, harmonieux, dans l'esprit d'un village provençal. Nous avons fait preuve de pugnacité pour conserver nos milieux naturels, quelques-uns, et ne pas céder à un urbanisme vertical sans âme qui a abîmé tant de nos villes de France. Vous l'avez compris, Fos-sur-Mer est au cœur d'une dynamique inédite, mais l'épicentre est dans la ZIP, loin de l'espace urbain. Pour autant, nous pouvons répondre à certains enjeux de la transition au cœur même de la ville. Nous allons faire en sorte d'être exemplaires et ce qui se passe dans la ZIP trouvera forcément écho dans nos initiatives et projets municipaux. Ainsi, notre ville va se positionner fortement sur la production d'énergie photovoltaïque, sur ses bâtiments et espaces publics, avec quelques ombrières sur les parkings, mais surtout sur les toitures de nos bâtiments publics. Elle va également aller vers une logique connectée, globale, celle de la Smart City, qui facilitera tant notre quotidien. Notre écrin des étangs va également être valorisé avec une rénovation de la Maison des Salins, la signature de notre entrée de ville, mais également l'enfouissement et le détournement des lignes haute tension avec RTE, qui est là dans la salle. Au sud, toujours, nous espérons que 2024 nous conduira vers l'aboutissement du programme des ports de la mer, ça fait longtemps qu'on l'attend, qui permettra de développer la continuité du village, une continuité du village, je le redis, en direction des plages. Mais un projet de ville, c'est avant tout l'humain. La ville, vous le savez, se réinvente en permanence. Ose. Après le formidable concert d'Orelsan, qui a réuni 12 000 personnes au stade l'été dernier, nous proposerons, avec la compagnie Heliotopie, locale, un grand spectacle cette année sur l'étang le 13 juillet. Notez-le dans vos agendas. Chaque innovation est accompagnée d'un regard critique, d'un retour d'expérience. Les défis ne manquent pas et notre ville continue à avancer pour construire l'avenir à partir des valeurs qui ont toujours fait sa force. Nous cultivons un art de vivre qui mêle esprit festif, sportif, culturel et solidaire. Fos, c'est aussi un vivre ensemble qui est bien plus qu'un slogan. Nos aînés, les plus choyés, nos seniors, sont au cœur des projets structurants de la ville. Essayer de faire un petit tour d'horizon. Je commence par la future cuisine, qui sera construite à côté de l'actuelle cuisine centrale communale, chemin de Fion. Elle remplacera l'actuelle cuisine située dans le foyer La Farigoule. Cet équipement moderne et de qualité préparera les repas en liaison chaude pour les 2 foyers restaurants, vous l'avez compris, dédiés aux seniors. La cuisine de 300 mètres carrés confectionnera également les repas pour les livraisons à domicile. Le chantier devrait démarrer au mois de mars. Le foyer des Amandiers, chemin de la Croix, sera débuté, je l'espère, dans le même tempo. Avec 652 mètres carrés, cette fois-ci, il permettra d'accueillir 250 convives. Le bâtiment sera construit sur le site de l'ancienne école Marie-Moron. Quant au foyer La Farigoule, il fera l'objet d'une réhabilitation, bien sûr, après la mise en place de la nouvelle cuisine centrale et l'ouverture des Amandiers. La salle de restaurant et son nouvel office seront recomposés pour améliorer les espaces de restaurant notamment. Ces aménagements, pour nos aînés, représentent un investissement d'environ 4 600 000 €. Quand je disais qu'ils étaient choyés, c'est bien le cas. Mais la jeunesse incarne notre confiance à l'avenir. Vous les voyez, ils sont derrière nous, notre nouveau conseil municipal des jeunes. En tant qu'élus ou simplement en tant que parents, que citoyens, nous avons le devoir de créer les conditions pour que nos enfants puissent vivre dans un monde meilleur. Et cela se ressent dans notre projet de ville. Nous prenons des engagements pour les générations futures, qu'il s'agisse de la lutte contre le réchauffement climatique ou des moyens que nous mettons dès maintenant à disposition de la jeunesse pour qu'elle puisse se construire et s'épanouir. Tout commence dès le plus jeune âge,
L'accueil des tout-petits doit être exemplaire et garant pour les jeunes parents de pouvoir trouver un mode de garde exceptionnel. La réalisation d'une nouvelle crèche dans l'ancien bâtiment du Tripostal à la Jonquière va nous permettre d'agrandir nos capacités, mais surtout d'améliorer l'accueil. Pour les plus grands, nos équipements scolaires sont d'une qualité exceptionnelle, car tout doit partir de l'éducation. Nous avons reconstruit l'école Marie-Moron et nous sommes en train de réhabiliter l'école Joseph Darbo. Nous continuerons bien sûr à maintenir et développer les services permettant à notre jeunesse de grandir dans un environnement juste et harmonieux. Je l'ai dit déjà, mais je profite de cette cérémonie pour féliciter les nouveaux membres du Conseil municipal des jeunes et je suis heureux de les avoir à mes côtés ce soir. On peut les applaudir, hein. Ils viennent d'être élus. Hein. Bravo. La commune sera à leur côté pour concrétiser les projets prévus dans leur feuille de route. Nos sportifs sont notre fierté. Avec plus d'une centaine d'associations et une pratique sportive variée proposée dès le plus jeune âge, nous sommes leaders dans le domaine du sport. Que serait notre ville sans son tissu associatif et les centaines de bénévoles qui l'animent pour assurer à tous les conditions du bien vivre ensemble. Parmi les associations, les clubs sportifs ont une place à part. Ils participent à développer l'envie de faire du sport en élite ou en amateur. Ils contribuent à la dynamique de notre ville. Messieurs les présidents, merci. Messieurs et mesdames, pardon, présidents, merci. Notre ville a toujours eu à cœur de permettre au plus grand nombre de s'épanouir dans le sport, avec à la clé de beaux moments de partage et de convivialité. Le sport est non seulement bon pour la santé, mais il est vecteur de lien social et du bien vivre ensemble. Chaque week-end, jeunes et moins jeunes, vivent au rythme des rencontres sportives, en haut niveau comme en niveau amateur. Nous sommes fiers de nos sportifs qui portent avec passion les couleurs de Fos, basketteurs, footballeurs, rugbyman, badistes, judokas. Je ne vais pas tous les citer. À Fos, nous avons le deuxième stade de foot des Bouches-du-Rhône, après le Vélodrome, avec un agrément en Ligue 1 et UEFA. C'est notre fierté et nous comptons bien développer son aura avec notre club, l'Étoile Sportive, la plus vieille association de Fos, et bien sûr nos partenaires. Petit clin d'œil, une conférence de presse est d'ailleurs programmée dès demain pour l'avant-match par le club pour dévoiler son projet d'avenir. Le rugby ne sera pas en reste, avec une nouvelle tribune qui sera livrée, je l'espère, cette année et permettra au club d'accueillir au mieux ses supporters. Fos-sur-Mer, vous le savez, est aussi une place forte du basket. Nos bailleurs, même si parfois les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et notre club phare, on croise les doigts, il démarre à 20h ce soir. Et il a su conquérir un public fidèle. L'engouement est tel qu'il nous faut envisager l'agrandissement de la salle Henri Juita. Des bisous Henri. De 1500, on passera à 3000 places dès cette année, permettant ainsi d'accueillir tous les matchs en terre phocéenne et de se mettre au standard des plus belles enceintes de l'élite. Nos sportifs de haut niveau vont relever les plus grands défis. Et après Fos, terre d'industrie, c'est Fos, terre de sport, qui va entrer dans la lumière. Avec l'appui de l'industrie, nous partons à la conquête de nouveaux challenges pour faire vibrer la marque Fos bien au-delà de notre territoire. J'espère les industriels que vous avez entendu le message. À Fos, le sport d'élite et le sport pour tous ne font qu'un. Notre engagement est de nous adapter, de moderniser et d'offrir des espaces librement accessibles qui suivent les tendances sportives émergentes. Nos nouveaux terrains de sport sont opérationnels et vous en avez certainement aperçu certains en arrivant ce soir. Les jeunes phocéens se sont déjà appropriés ces équipements
pour le simple plaisir de jouer entre copains. Au cœur du complexe Parsemin, vous avez désormais un paddle, 3 baskets à 3, un foot à 5, accessible gratuitement à tous les phocéens. Une première en France pour le paddle. Aux abords du stade nautique, 2 paddles toujours et un foot à 5 compléteront notre offre en ville. Dans quelques semaines, nos terrains de basket à 3 seront customisés par des artistes contemporains et deviendront de véritables œuvres d'art. Nous travaillons également pour nos amateurs de sport de combat, nombreux à Fos et d'un très très bon niveau aussi. Et une nouvelle salle de boxe à côté du gymnase des Carabins leur permettra de s'entraîner dans les meilleures conditions. Plus qu'une simple activité, le sport est un élément essentiel du bien-être et du bien-vivre. En cette année olympique en France, où le sport a été décrété cause nationale, je lance le défi aux clubs sportifs d'innover et d'hisser Fos-sur-Mer sur les podiums. Nous sommes une terre de champions. Portons haut nos couleurs, portons haut le jaune et noir. Avec le déploiement du sport et pour tous et les efforts réalisés à destination des jeunes à travers les interventions dans les écoles ou encore le dispositif de l'école municipale des sports, notre jeunesse peut s'épanouir dans le sport. C'est aussi une manière de grandir en toute sérénité, loin de certaines tentations qui malheureusement arrivent parfois avec des désœuvrements parfois ailleurs, dans d'autres villes. C'est aussi ça, la marque Fos. Notre ambition et nos actions sont multiples. Voici les grandes lignes de la feuille de route de l'équipe municipale pour Fos, pour l'avenir. Être maire, et les faits divers en sont les témoins, s'avère une tâche de plus en plus complexe. La difficulté et l'ingratitude du statut d'élu incitent parfois à lâcher prise. Mais derrière le maire, il y a des femmes et des hommes, une équipe. Je remercie les élus de m'accompagner au quotidien dans cette aventure, d'être à l'écoute et d'être à la hauteur de leur délégation. Le chemin est parfois semé d'embûches, mais ces femmes et ces hommes ont, comme moi, le sens du bien commun. Et derrière les élus, il y a bien évidemment des agents qui donnent une réalité concrète aux services publics et aux projets de ville. Merci à vous tous de votre engagement. Merci, sincèrement. Le plus grand bonheur dans cette complexité, c'est vous et le futur que nous construisons ensemble. Ce futur, bien sûr, c'est Fos-sur-Mer. Ma ville, notre ville. Vous le savez, je l'ai chevillée au corps, presque viscéralement. Vous l'avez remarqué, j'ai toujours la pugnacité pour vous faire avancer. C'est à ce titre que je me suis investi dans l'avenir de notre industrie. Car cet avenir, c'est aussi celui de notre ville. Je crois en elle, en son aptitude à relever les défis. Je crois en vous. Soyons fiers de notre ville, de ce que nous sommes. Vous avez été de tous les défis, de tous les combats. C'est le meilleur qui est devant nous. Enfin, tous ensemble, nous serons au rendez-vous de l'histoire. Je vous souhaite à tous une belle, très très belle année. Bien sûr, vive Fos-sur-Mer. Je vous aime. Venez, venez, venez devant. Mettez-vous devant. Passez devant les jeunes. L'avenir, c'est eux. Avancez, avancez. N'ayez pas peur. All in all, you're just another brick in the wall. Il y en a qui sont... We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm.
all, it's just another